amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est depuis ce matin à Moscou sur invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine, une visite d'État de 4 jours qui va permettre à nos deux pays de faire le point de leur coopération bilatérale, une étape très importante dans le renforcement de nos relations. Dès demain lundi, les présidents Goïta et Poutine auront un tête-à-tête qui sera suivi d'une séance de travail élargie aux deux délégations. Plus de détails à l'entente de ce journal avec nos envoyés spéciaux. La région de Caille aura très prochainement une capacité de production et de distribution d'eau potable, et ceci grâce au lancement à Soutoukoulé, commune rurale de Kouloum, des travaux du projet qui va s'occuper de la réhabilitation et l'extension des installations existantes. Entre autres, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a fait le déplacement. Nous aurons la correspondance de Kansoutou Kanouti. Dans notre page culture de cette édition, nous serons au cœur des falaises de Badjangara, dans l'homme fraîche des Toguna. Le Toguna est un symbole de sagesse et de gouvernance traditionnelle. Il incarne l'âme du peuple dogon. Et ce n'est pas tout. L'art délicat du dialogue se joue là-dessous depuis des siècles. Le dossier est signé à Guibou Koulibaly Mahamadou Sidibé depuis notre station régionale. Dimanche 20h, merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous. Présentement, à Moscou, il est 23h et c'est là-bas où se trouve notre président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il a pris le départ hier soir à l'aéroport international président Modibo Keïta, les présidents d'institutions, le premier ministre, des membres du gouvernement, au pied de l'avion pour lui souhaiter un excellent vol ainsi qu'un bon séjour en Russie. Cette visite d'État du président Goïta s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales stratégiques entre le Mali et la Russie, ainsi que la diversification des partenariats. Hier soir donc, à l'aéroport international président Modibo Keïta, le départ du président de la transition pour Moscou, accompagné donc des membres du gouvernement, des présidents d'institutions qui sont venus souhaiter un bon vol au président de la transition ainsi qu'un bon séjour en Russie. Voilà, le départ du président Goïta vers Moscou, en Russie. Une visite d'État du chef de l'État qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales stratégiques entre le Mali et la Russie, ainsi que la diversification des partenariats. Et le président de la transition est bel et bien arrivé depuis ce matin à Moscou, à 7h05, heure locale, à la tête d'une forte délégation d'une dizaine de ministres et des membres de son cabinet, de plusieurs experts de divers domaines. Il a été accueilli à l'aéroport Vnukovo, 2, aéroport des officiels en Russie, avec tous les honneurs. Le vice-ministre des Affaires étrangères russe, le vice-ministre de la Défense et le vice-directeur du protocole étaient à l'accueil. L'on notait la présence du
d'une vingtaine d'ambassadeurs africains en Russie pour le Forum économique de Saint-Pétersbourg. On vous rappelle que c'est sur invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine, que le général d'armée Assimi Goïta effectue dans la capitale russe une visite d'État de 4 jours. Maliens et Russes vont faire le point de leur coopération bilatérale qui touche plusieurs domaines tels que la sécurité, la défense, l'économie ou encore l'énergie. Les présidents Goïta et Poutine auront dès demain lundi un tête-à-tête qui sera suivi d'une séance de travail élargie aux 2 délégations. Nos envoyés spéciaux sont Sira Bachili et Adama Kamara. Le tapis rouge du Kremlin déroulé à un hôte de marque de la Fédération de Russie. Le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta, l'invité du président Vladimir Poutine, arrive à Vnukovo 2 de Moscou, l'aéroport réservé aux officiels dans un vol spécial sécurisé et affrété par la Russie. L'avion de commandement du premier ministre russe comportait une dizaine de ministres, les membres du cabinet du président de la transition, plusieurs experts de différents secteurs clés de coopération avec la Fédération de Russie, les mines, le transport, la défense, l'enseignement supérieur ou encore l'énergie, pour ne citer que ceux-ci. Aux grands amis, les grands honneurs. 3 personnalités russes ont accueilli le président Goïta, le vice-ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre de la Défense et le vice-directeur du protocole d'État. Après les civilités, le président Goïta reçoit les honneurs de la Fédération de Russie. De reconnaissance et de raffermissement des liens de coopération entre la Russie et le Mali. Une coopération qui s'accélère au rythme des ambitions des 2 chefs d'État pour le développement de plusieurs secteurs clés au Mali. Dans le viseur présidentiel, une souveraineté pleine du Mali et au-delà de l'Afrique tout entière. Un combat de longue haleine qui aura sa réussite dans la solidarité. Et cette solidarité, les Africains sont venus la manifester au président Goïta ce 22 juin 2025 à l'aéroport de Vnukovo 2. La vingtaine d'ambassadeurs africains présents en Russie pour le Forum économique de Saint-Pétersbourg ont fait le déplacement à l'aéroport pour une marque de sympathie à l'endroit du président Goïta, un rappel de nécessité de l'unité africaine. Quelques temps d'échange et direction l'hôtel président non loin du palais présidentiel russe où réside le président de la transition pour cette visite d'État de 5 jours. Le temps de passer en revue les axes de la coopération Mali-Russie, revitalisée et élargie à plusieurs secteurs.
C'est donc ici l'hôtel président, un hôtel transformé en palais présidentiel pour quelques jours. À l'heure actuelle, les derniers réglages se font pour préparer la rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Assimi Goïta ce lundi au Kremlin. Avant donc cette rencontre, le président de la transition va faire le dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Le tête-à-tête avec les deux présidents sera donc élargi aux deux délégations maliennes et russes qui vont donc passer en revue les différents accords signés entre les deux pays. Ensuite, le président de la transition va rencontrer la communauté malienne vivant ici en Russie avant de s'envoler pour le Tatarstan. Une autre étape de cette visite d'État. Cette visite officielle est une étape importante dans le renforcement des relations entre le Mali et la Russie. C'est ce que nous précise en tout cas le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Abdoulaye Diop est au micro de nos envoyés spéciaux Garibou Pérou et Sidiki Balou. Le président de la transition est à Moscou à l'invitation de son homologue, son Excellence le président Vladimir Poutine. Cette visite se tient aussi dans un contexte qui est marqué par l'approfondissement des relations entre le Mali et la Fédération de Russie, qui sont d'abord fondées aussi sur une relation de confiance, une relation d'amitié personnelle entre nos deux chefs d'État qui, depuis leur rencontre, ont convenu de travailler à faire en sorte que les relations économiques entre nos deux pays puissent être hissées à la hauteur de la relation très dense qui existe entre nos deux pays sur le plan de la sécurité. Vous savez que les relations entre le Mali et la Russie ont connu une densité importante ces dernières années, notamment sur le plan de la sécurité, ce qui a permis à notre pays, de façon générale, de faire baisser le niveau d'ensemble d'insécurité dans notre pays, qui nous a permis aussi de reprendre le contrôle de notre territoire national. Mais les défis restent aussi à travailler ensemble pour pouvoir renforcer justement les relations économiques dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'économie numérique également, qui est aussi un domaine important, dans le domaine des mines. L'éducation aussi a vu une augmentation exponentielle des bourses accordées aux étudiants maliens pour venir étudier dans ce pays. Donc, de façon générale aussi, la Russie et le Mali, naturellement, comme vous le savez, ont une relation solide et travaillent ensemble à se soutenir mutuellement sur la scène internationale. Donc, la venue du président Goïta aujourd'hui en répondant favorablement à cette invitation est une occasion pour les deux pays de travailler à renforcer ce partenariat, à le consolider, à pouvoir faire en sorte qu'on puisse obtenir des résultats plus importants. D'abord, consolider ce qui se fait sur le plan sécuritaire, mais aussi pouvoir aller vers la concrétisation de différents projets et initiatives qui sont en cours sur le plan du développement économique. Et cette visite sera aussi marquée par la signature d'importants accords dans un certain nombre de domaines stratégiques. Nous espérons qu'à l'issue de cette visite, une nouvelle dynamique sera imprimée à cette relation en dessinant des perspectives nouvelles. Parce que le président Goïta aussi arrive ici, à Moscou, en tant que président de la Confédération des États du Sahel. Et vous savez que la Russie aujourd'hui a établi un partenariat aussi avec la Confédération des États du Sahel. Donc l'ensemble de ces questions, la situation dans la région, la situation en Afrique et la situation globale aussi feront partie des évaluations auxquelles nos deux chefs d'État vont procéder. Tout à l'heure, d'ailleurs, nous venons d'avoir une séance de travail au cours de laquelle le chef de l'État nous a donné les dernières directives et les derniers réglages pour cette mission. Et nous souhaitons que nous puissions arriver à des résultats et à des succès importants lors des échanges de haut niveau entre nos deux chefs d'État.
L'actualité ici au Mali, c'est aussi le démarrage demain lundi des épreuves du baccalauréat, session de juin 2025. Sur toute l'étendue du territoire national, cette année, ils sont 119 449 candidats qui composeront dans 533 centres à travers le pays. Direction Kaï, précisément Soutoukoulé, dans la commune rurale de Kouloum. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Boubacar Diané, a lancé les travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Kaï, financé à hauteur de 36 milliards de francs CFA par la coopération allemande. Ce projet va renforcer la capacité de production et de distribution d'eau potable à travers la réhabilitation et l'extension des installations existantes, entre autres. La correspondance de Kansoutou Kanouti. C'est officiel depuis ce samedi 21 juin 2025. Les travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Kaï ont été lancés par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Boubacar Diané. Une cérémonie à la grande joie des populations de la ville de Kaï et des communes concernées, sorties massivement pour assister à l'événement tant souhaité. Le coût de ce projet très capital pour Kaï et environ est estimé à 54,6 millions d'euros, soit 36 milliards de francs CFA, financés avec l'appui de la coopération allemande à travers KfW et une contribution du gouvernement malien, du conseil régional et des maires. Les infrastructures qui seront construites dans le cadre de ce projet d'envergure permettront d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable et aux ouvrages d'assainissement pour 250 000 personnes dans la commune urbaine de Kaï et les 3 communes voisines, entre autres. C'est donc avec un immense plaisir que je prends la parole pour réaffirmer notre engagement en soutenant la population malienne et notamment celle de Kaï à travers l'accès à l'eau potable et l'assainissement. C'est le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a voulu cela. Et sous le leadership du Premier ministre. Vous savez, il a dit c'est la satisfaction des besoins fondamentaux des populations qui nous incombent. Rien d'autre. Donc ce projet participe à cela. C'est un grand projet qui a 2 composantes. La première composante qui concerne l'eau, la composante eau, il s'agit de la construction d'une station de traitement d'eau potable. Si ce n'est pas Kabbalah, il n'y en a pas deux au Mali. Donc ça veut dire l'ampleur de ce projet. Ensuite, il y aura près de 10 000 raccordements au réseau. Presque 180 km de réseau et 40 bornes fontaines modernes. En plus de ce volet eau, il y a un volet assainissement. Il s'agit aussi de la construction d'une station de traitement de boue, de vidange. Et encore la construction en faveur des populations de près de 1700 latérines modernes. Rappelons que le ministre de l'Énergie et de l'Eau a invité tous les acteurs impliqués à s'investir afin que ce projet soit réalisé dans le délai avec rigueur, transparence et dans le respect des normes de qualité et de sécurité. Le chef d'état-major de l'armée de terre à Gao, après Tombouctou, la visite vise à apporter le soutien de la hiérarchie militaire à la troupe. Sur place, le général de brigade Aruna Samake a échangé avec les hommes, rendu visite aux blessés de guerre et a fait le tour du centre d'instruction mixte de Gao. On fait le point avec Aliou Idrissa Maïga et Alassane Amadou. Dès son arrivée à Gao, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Aruna Samake et sa délégation ont passé à la revue des troupes. Ensuite, il a échangé avec les chefs militaires avant de rencontrer la troupe. Nous sommes en guerre. Il est plus que nécessaire pour moi de venir sur le terrain, voir les hommes et les femmes qui sont là en train de combattre le terrorisme, pour leur donner mon soutien moral, booster leur morale et les rassurer de l'accompagnement des plus hautes autorités du Mali. Après la rencontre avec les hommes, le patron de l'armée de terre est allé au chevet des blessés de guerre. Il a aussi visité le centre d'instruction mixte de Gao. Le chef d'état-major de l'armée de terre est venu s'imprégner du bon déroulement de la formation des jeunes recrues, des stagiaires du certificat d'aptitude technique numéro 1 et 2, des stagiaires du certificat interarmes, et voir aussi éventuellement si on avait des difficultés et des suggestions à lui soumettre. Dieu merci, ça se passe très bien. L'avantage est que ces jeunes recrues et pélotonistes sont formés directement sur le théâtre des opérations
Donc nous pourrions en même temps joindre c'est-à-dire la théorie à la pratique. Cette visite a permis de réarmer moralement les hommes. Lors de la rencontre avec la troupe, le chef d'état-major de l'armée de terre nous a donné beaucoup de conseils, à savoir plus de cohésion entre les hommes, et une attention particulière dans l'utilisation des réseaux sociaux, dans la consommation des stupéfiants, et on nous a surtout conseillé de rester très vigilants en cette période. Le repas du corps avec la troupe au camp Firoun Ag en Linsar et la visite de courtoisie au général de division Moussa Moriba Traoré, gouverneur de la région de Gao, ont mis fin au séjour du chef d'état-major de l'armée de terre à Gao. Et l'actualité des FAMA sur les théâtres d'opération, plusieurs frappes ont été menées avec succès. Suivons le commentaire de Abdoulaye Sakou. Dans le cadre des opérations de surveillance territoriale, les FAMA ont effectué avec succès le 20 juin 2025 une frappe sur un pick-up stationné à 38 km au nord-est de Djoura, cercle de Ténékoun. Ces véhicules avaient à bord du matériel accompagné de personnel. Hier, 21 juin 2025, lors d'une mission de reconnaissance offensive dans le secteur de Kouala, Madina Kagoro, cercle de Bourem, les FAMA ont démantelé 4 bases terroristes dans la localité de Bakaribougou et récupéré des radios, des images et vidéos. Le 22 juin 2025, un drone FAMA a détruit un stock de carburant terroriste à Bangel, secteur de Ber. Encore ce 22 juin 2025, les FAMA ont, au cours d'une patrouille de proximité, neutralisé 2 informateurs terroristes dans la zone de Gungede, à 7 km au sud-est de Mourdja. Ils étaient les 2 principaux guetteurs de la zone sur les mouvements FAMA. 2 radios talkie-walkie et des téléphones ont été récupérés. Les opérations se poursuivent. Et cette bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les employeurs, il existe désormais la plateforme bara-anpe.ml. C'est un outil d'intermédiation mis en ligne par l'ANPE pour éviter aux jeunes de faire des déplacements entre les structures pour des dépôts de demande d'emploi. La plateforme a été lancée par Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, Oumou Salsek. Batraouri pour le reportage. Pour les demandeurs d'emploi, il n'est plus question de se déplacer de service en service pour les formulaires de demande d'emploi. La plateforme bara-anp.ml est désormais créée. C'est une innovation de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. La création de cet outil s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique avec pour objectif de moderniser les outils d'intermédiation de l'agence afin d'améliorer la qualité des prestations à l'endroit des demandeurs et des employés. Cette plateforme ambitionne de recenser et de suivre de manière exhaustive les demandeurs d'emploi sur toute l'étendue du territoire national. Elle permettra non seulement de disposer de données fiables et actualisées pour la conception des projets d'insertion professionnelle, mais aussi d'optimiser le lien entre l'offre et la demande d'emploi, contribuant ainsi à la réduction significative du chômage et à la relance de notre économie. La plateforme Bara-ANP renforce les capacités opérationnelles de l'ANP en favorisant la confiance entre les acteurs du marché de l'emploi grâce à des fonctionnalités avancées permettant une présélection automatique des candidatures et une gestion des CV par exemple. Chaque demandeur sera informé automatiquement dès qu'une offre correspondant à son profil s'y affiche ou se présente, où qu'il se trouve sur l'ensemble du territoire national. Tous les demandeurs recevront l'information simultanée. C'est aussi très innovant. Les recruteurs disposeront en quelques clics de l'ensemble des CV correspondant à leurs besoins. Les demandeurs auront la possibilité de créer rapidement un CV personnalisé et adapté aux attentes du marché.
Le ministre Oumou Salsek a félicité la direction de l'ANPE pour cette prouesse avant d'inviter les demandeurs d'emploi et employeurs de faire bon usage de cet outil. L'université Kouroukan-Fouka de Bamako a abrité la 3e édition de la conférence de l'espace Faso Sifinso. Cette rencontre culturelle qui valorise les us et coutumes du Mali s'inscrit dans le cadre du projet Mali Culture 2025. Moussa Kamara. Yeredoni Fabadeyan, où l'art de vivre ensemble et le patriotisme vise à inculquer l'amour de la patrie, à valoriser et à promouvoir la richesse culturelle du Mali. Le patriotisme, ça vient de la culture. On ne peut jamais être patriote sans être cultivé, sans avoir la culture, sans un retour en arrière avoir la culture. Donc maintenant, c'est la culture qui nous donne, qui nous inculque l'amour de la patrie. Faso Sifinso, la Case des Valeurs, est un espace socio-éducatif destiné aux enfants et aux adolescents pour les initier aux valeurs sociétales du Mali. Elle s'inscrit pleinement dans les objectifs de Mali Culture 2025. Il y a 3 mois de cela, nous avons commencé à initier ces conférences au niveau des établissements scolaires. Pourquoi les établissements scolaires? Parce que c'est le lieu où on peut rencontrer beaucoup de jeunes maintenant et faire passer des messages sur nos valeurs endogènes et sur le Dambé et le Maya. Le Dambé et le Maya, c'est-à-dire l'éducation, nos valeurs qui étaient là dans le passé et avec lesquelles valeurs nos ancêtres ont travaillé, comme développer ces pays avec ces valeurs-là. Les échanges ont porté notamment sur la transmission des valeurs aux jeunes, une initiative salutaire pour forger les citoyens enracinés. Je trouve cette conférence débat très intéressante car ça éveille les consciences, il nous pousse de connaître le mot patriotisme, que veut dire le patriotisme. C'est très intéressant dans ces milieux scolaires. Cette initiative est salutaire, elle permet vraiment à nos étudiants de se connaître et de connaître aussi les devoirs à respecter et de s'engager fermement aussi à les respecter. Cette conférence a renforcé la conscience collective autour des valeurs fondamentales du Mali, tout en encourageant la jeunesse à s'investir dans la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Et nous allons bouger ensemble. Le parrain du mois de juin de cette année de la culture au Mali, Cheikh Amadou Tidiane Seck, l'une des légendes vivantes de la musique malienne, a organisé un partenariat avec le ministère en charge de la culture, un concert live dénommé Marathon pour les légendes de la musique malienne. Objectif, honorer les pionniers qui ont marqué l'histoire musicale du Mali. Ibrahim Kaoukonate, Yaya Kone étaient sur place. Le Mali, terre de la culture et berceau des grandes voix, a célébré ce week-end ses icônes musicales à travers un événement inédit dénommé le Marathon pour les légendes de la musique malienne. Le message est que n'oubliez pas ceux qui nous ont précédés dans ce voyage éternel, le dernier voyage. C'est important parce que très souvent on a tendance à oublier. Et moi je dis non, il ne faut pas les oublier, il faut qu'on se dise que oui, nous devons nous inspirer de leur héritage pour écrire des pages glorieuses pour notre devenir. Et c'est un sentiment de devoir pour moi qui devrait être pérennisé même. Très souvent les gens viennent, c'est comme un phénomène de mode et ça part. Non, ça doit être resté dans les mémoires. Tassi Blaké ka se artiste ba fin tayana ka Tassi Blaké ka sulu masuna. Célébrer ces gloires de la musique malienne, vivants ou décédés, vraiment ça me fait chaud au cœur. Ça veut dire que ces anciennes musiques n'ont pas été oubliées par les autorités. Bravo à Cheikh Tidiane Seck et le ministre de la Culture. Cheikh Kani Hakilinay
Ce rendez-vous culturel a rassemblé artistes, mélomanes, jeunes talents et amoureux de la tradition autour des mêmes objectifs, honorer les pionniers de la musique malienne. Oh, ça a été vraiment une véritable immersion dans le passé musical du Mali. La célébration de l'année de la culture 2025, décrétée par nos plus hautes autorités, à savoir le président de la transition, le général Assimi Goïta, de son premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, et de l'ensemble du gouvernement, mais plus spécifiquement par le ministre de l'artisanat, de la culture et du tourisme, et M. Mahmoud Dafé, qui a voulu organiser cette soirée en hommage à nos anciens disparus. Ce marathon musical a vu le défilé sur scène les grands classiques du répertoire malien révisités par une nouvelle génération d'artistes. Voilà, je vous ai dit, on allait bouger. Je vous amène au cœur des falaises de Badiangara, dans l'ombre fraîche des Toguna. Là-dessous se joue depuis des siècles l'art délicat du dialogue, de la gouvernance participative et de la médiation sociale. Le Toguna n'est pas une simple case basse au pilier sculpté. Il incarne l'âme du peuple dogon. Il est un symbole de sagesse et de gouvernance traditionnelle. À l'heure où le monde cherche des repères, ce lieu ancestral de concertation fascine, interroge et séduit, et c'est ici, au Mali, qu'il se trouve. Honneur et fierté au Maliba nous font comprendre Agibou Koulibaly et Mahamadou Sidibé. Accrochés aux falaises de Badiangara, les villages Dogon semblent suspendus dans le temps. Ici, chaque pierre, chaque geste, chaque silence raconte une histoire. Au centre de la vie communautaire, un lieu unique, le Toguna. À première vue, une simple case basse aux piliers sculptés. Mais pour les initiés, c'est un espace sacré, un temple de parole, un ballement de la sagesse. Dans le Toguna, on ne crie pas, on débat, on écoute et surtout on décide ensemble. Le Toguna est un élément important de la culture dogon. D'ailleurs, c'est l'une des principales et premières architectures en milieu dogon. Vous trouverez que le Toguna, sa construction respecte à des normes culturelles bien définies et le Toguna n'est pas construit à n'importe quel lieu. Également, les jours de construction du Toguna sont des jours choisis. Tout ce qui fait que le Toguna a une valeur significative au point même de le rendre sacré, car l'accès n'est pas permis à tout le monde, et surtout nos mamans. Ici, l'architecture impose la sagesse. Le bois, la terre, la paille, chaque matériau est local, chaque forme a du sens. Le Toguna, c'est une œuvre d'art social, façonnée par la main et l'esprit dogon. Étymologiquement, Togo, ça veut dire le hangar. Na, ça veut dire la mer. La mer hangar, c'est ce que ça voudrait dire. Et c'est pourquoi vous voyez sur les planches qui soutiennent le toit de cet édifice-là, vous voyez le dessin des femmes en sculpture, le signe de la féminité. Parce que c'est un abri des hommes, en réalité. Mais cet abri des hommes-là, on l'appelle la mer. C'est paradoxal. La mer du hangar. C'est comme ça qu'on l'appelle. Normalement, ça devrait être le père du hangar. Le Toguna n'est pas un tribunal, mais un lieu de vérité, une école de la parole et de l'écoute. C'est d'abord le palais de justice. Un palais de justice où on a la liberté d'expression, mais où on a aussi le droit d'aînesse, le respect du droit d'aînesse et le respect de l'autre, l'acceptation de l'autre.
l'écoute de l'autre et la maîtrise de soi-même dans ce palais de justice. Tu ne maîtrises pas, tu ne rentres pas là-dedans. Le Togona est aussi un trésor patrimonial. Il est le miroir d'un mode de gouvernance fondé sur le consensus. Mais il est aujourd'hui fragilisé par les bouleversements sociaux, l'exode rural et l'insécurité. C'est aussi une maison ou un espace de protection. Quoi que tu fasses, que tu sois étranger, que tu sois autochtone, quand tu es poursuivi par quelque chose, tu es menacé par quelque chose, une fois que tu rentres dans le Togona, tu es sauvé. C'est l'ambassade. C'est un élément intégrateur. C'est un élément intégrateur, un élément fondamental pour la paix. Et sans paix, on ne peut pas parler de développement. C'est à partir de la paix construite entre les sages du village que les décisions de développement sont prises. Donc on peut considérer que le Togona a une fonction de paix et également une fonction de développement. Le Togona, c'est le cœur battant d'un peuple, un monument vivant, un lieu d'âme où la parole soigne et où la sagesse s'apprend. Comme le Togona, élément intégrateur, qui sont devenus nos grandes familles, c'est-à-dire les Douba en Bamanankan. C'est le thème de votre émission de divertissement, le grain de midi de ce lundi 23 juin 2025 à partir de 11h sur ORTM1. Lala Touré et son équipe reçoivent comme invité Seydou Idrissa Traoré, traditionnaliste, et Daouda Namatekete, journaliste écrivain. On va parler de gastronomie et je vous garantis que vous allez avoir l'eau à la bouche. Cap sur la ville légendaire de Tombouctou, qui, je vous rappelle, a connu plusieurs civilisations et hérité de plusieurs techniques culinaires ancestrales. Cette gastronomie est ponctuée par 12 épices qu'on retrouve dans presque toutes les recettes préparées et servies dans de grandes occasions ou tout simplement à la maison les jours ordinaires selon l'envie. Parmi ces plats, on peut citer almarga mafé, tukasu et la fameuse sauce fakuko, et à des mets très prisés que les acteurs culturels souhaitent voir classés au patrimoine mondial. Allez, cuillère ou fourchette, ou tout simplement les mets lavés à la malienne, suivant Nadjim Baba Sissé et Mamadou Askoufari. Difficile pour le commun des mortels de retenir sa salive face à ces merveilleux et sikilas mets de Tombouctou, tirant leur origine d'un mélange d'influences sahélo-soudaniennes, saharienne et maghrébine, reflétant l'histoire des peuples qui se sont côtoyés à un moment donné. Après la prise de la ville de Tombouctou par le Marocain en 1591, qui a eu un renforcement de ces différentes épices provenant surtout du Maghreb et précisément du Maroc. De ces rencontres inspirantes sont nées des techniques culinaires dont des plats très convoités servis à l'occasion des grandes cérémonies ou à l'accueil de convives à base d'ingrédients ordinaires dont les femmes de la mystérieuse détiennent les secrets de la recette. Lorsque nous préparons almarga, nous mettons des épices telles que un peu d'oignon grillé, de la mousse de fougère, des dattes sucrées, anis vert, cumin, poivre noir, de la cannelle, du piment, du sel, car ce dernier est la base de la cuisson. Quant à la viande, nous mettons de l'oignon grillé, toutes les épices de la sauce de almarga, tout en ajoutant de sombala et de l'oignon frais pour garnir la sauce. Dans chaque mets de Tombouctou, on retrouve obligatoirement 3, 4, voire 5 des 12 épices reconnues pour donner un goût délicieux à la cuisson, notamment les tomates séchées, l'anis cumin, le poivre, l'oignon séché, bref, 12 éléments indispensables pour captiver les hôtes. Chacune de ces 12 épices entre dans la cuisson des plats bien précis. Il y a des plats dans lesquels on y met 4, d'autres 3, 5 ou 6. Mais toutes les 12 épices n'entrent que dans almarga mafé.
La cuisine de Tombouctou varie selon les milieux et les familles, mais elle conserve des éléments culinaires communs qui témoignent de son riche passé et de sa diversité culturelle. Il y a eu une mutation. La gastronomie d'hier et celle d'aujourd'hui, il y a une différence. Parce que hier, l'art culinaire tombouctien était vraiment de l'art qui était fait d'une façon avec la dextérité des femmes qui se donnaient tout le temps de faire l'art d'une façon exceptionnelle. Il y a une modernisation des épices par rapport à leur conservation et la nouvelle génération cuisine d'une façon moderne. Malheureusement, à nos jours, plusieurs recettes ont disparu. Les raisons sont justifiables. Certains sauces sont disparus, les habou du mafé et moussa moussa mafé. Les causes sont multiples, à savoir la quasi-inexistence des graines de coton et du pépin jaune ou l'air cherté. Le conseil communal des jeunes de la commune urbaine de Tombouctou sortant a fait de la sauvegarde de la culture son cheval de bataille en organisant le festival pour la revalorisation des arts et de la culture. Nous avons concerté réellement les différents quartiers pour essayer de voir surtout auprès de des femmes conservatrices de l'art culinaire de Tombouctou pour essayer de mettre certaines femmes même en compétition à travers les plats qui est délicieux, qui est le fokori. Donc à travers cette compétition, nous avons eu aussi à récompenser certaines. Tout ça, c'est une manière de pousser les gens, une fois de plus, à se concentrer réellement sur les différents mets de Tombouctou. Une ancienne institutrice, Feu Nyaber Haïdara, a tracé les lignes de la pérennisation de l'art culinaire de Tombouctou pour les futures générations à travers un livre intitulé La gastronomie à la tombouctienne, un ouvrage d'une centaine de pages qui tient lieu de formule. Tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à la gastronomie tombouctienne, si vous consultez ce document que Nyaber a édité, c'est véritablement intéressant. Auprès des autorités aussi, qu'ils essaient de voir les associations et les organisations qui œuvrent déjà dans ce domaine, essayer de voir comment est-ce que vraiment ils peuvent les accompagner pour que vraiment cette tradition-là puisse être perpétuée, qui est la préservation et la conservation de nos différents mets traditionnels de Tombouctou. Il est temps qu'on revienne à nos sources. Un pays sans culture est un pays en voie de disparition. Tombouctou, zone sahélo-saharienne, avec ses mystères, malgré toutes les précautions, une 13e épice s'invite toujours dans la cuisson, le fameux grain de sable. Un grand merci donc à Nadim. Commémoration de la journée mondiale du réfugié, une journée célébrée cette année sous le thème la solidarité avec les réfugiés. Boubacar Bablitouri. Ils ont fui la guerre, le terrorisme, la violence et la persécution pour s'installer dans un autre pays. Un pays où ils pourront trouver la paix et la tranquillité, le mieux-être. Ce sont les réfugiés qui sont de nos jours estimés à 122 millions à travers le monde, selon les statistiques de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Rien qu'au Mali, ils sont 223 000 enregistrés et 85 000 en attente d'enregistrement. Des chiffres qui interpellent quant à l'accompagnement, le soutien ou encore l'assistance à l'endroit de ces personnes qui ont presque tout perdu. D'où la commémoration de la Journée mondiale du réfugié le 20 juin de chaque année. Une journée instituée par les Nations Unies en 2001. Je ne doute nullement que notre solidarité et notre dévouement à l'égard des réfugiés et de toutes les personnes affectées par les déplacements forcés continueront d'être manifestes pendant cette période de défis majeurs pour l'environnement humanitaire dans son ensemble. En cette période critique, il est essentiel que nous réaffirmions notre solidarité avec les réfugiés, non seulement par des mots, mais aussi en prenant des mesures urgentes. L'édition 2025 a pour thème
La solidarité avec les réfugiés se tient dans un contexte particulier. Elle est marquée par une augmentation du nombre de réfugiés et une diminution des ressources. Par exemple, au Mali, en 2024, ils étaient estimés à 130 000 contre 223 000 cette année. D'où ce plaidoyer du président de l'Union des réfugiés au Mali. Aux pays occidentaux, nous sollicitons l'ouverture des programmes de réinstallation des réfugiés chez vous, car les réfugiés n'est pas un poids pour vos pays, mais plutôt une opportunité. Le réfugié du Mali sollicite auprès des autorités de la transition du pays de penser au TVC, des titres de voyage conventionnels, biométriques, pour permettre aux réfugiés de mouvoir sans trop de contraintes. Cette question technique pourra faire l'objet de concertations avec les HR et les services techniques de l'État. Nous vous en supplions, les chères autorités. Les gouvernements et les organisations internationales sont appelés à collaborer pour renforcer le soutien aux réfugiés. Cela inclut des politiques d'immigration plus humaines, le partage des responsabilités entre les pays et le financement des programmes d'assistance. Je voudrais dire qu'au Mali, la loi 98-040 permet effectivement de reconnaître aux réfugiés, en tout cas dès qu'ils ont ce statut, les mêmes droits que les nationaux. Comme fait marquant de la cérémonie, la projection d'un film sur la situation des réfugiés et les actions de certains partenaires clés en faveur de ces personnes. En troisième région, le Rotaract Club Bamako Djoliba apporte du réconfort aux femmes atteintes de la fistule obstétricale et renforce les capacités de prise en charge des victimes. Moussokoro Sérémé nous en parle. Là où la fistule obstétricale prive les femmes de leur santé et de leur dignité, un geste de solidarité devient une chance de renaître. Et au cœur de cette action humanitaire et d'engagement citoyen du Rotaract Club Bamako Djoliba, un don composé de boîtes chirurgicales pour soutenir les opérations reconstructrices et de vivres essentiels destinés aux patientes hospitalisées. Un apport vital, tant pour le soin que la dignité. Cette maladie a fait de nous des marginalisés dans la société et au sein de notre famille. Cette considération nous réconforte et ça sera un pas vers notre guérison et notre dignité retrouvée. Déjà, on se débrouille tant bien que mal à faire la prise en charge. Même actuellement, on a des dames qui sont en cours de réparation. Donc cette boîte va nous donner un nouveau souffle par rapport à la prise en charge des femmes souffrant de fistule. 20 patientes bénéficient de cette contribution du Rotaract, dont la valeur est estimée à 1 500 000 francs CFA. Un acte de compassion et de responsabilité sociale, porté avec conviction par le président du club, pour qui le bénévolat reste un pilier essentiel du développement humain. Le but du Rotary, c'est servir d'abord. On sait tous ce que la fistule fait aux femmes. Donc on est là pour les appuyer, les aider. Ce don s'inscrit dans l'axe stratégie de la prévention des maladies, de la mère et de l'enfant. En cette période où les défis sanitaires et sociaux restent immenses, votre soutien, Monsieur le Président du Rotary, vient raviver l'espoir et renforcer notre détermination à mieux servir. Au nom de toute l'équipe médicale, merci pour avoir choisi Sikasso comme lieu d'action. Créé en 1968 aux États-Unis par le Rotary International, le Rotaract rassemble aujourd'hui plus de 10 900 clubs dans près de 190 pays, dont le Mali. L'organisation intervient dans 7 domaines d'action clés, dont la prévention des maladies, l'éducation, la paix, le développement économique et la protection de l'environnement. Retour à Badjangara sur le plateau d'Ougon où on tient une foire agricole dédiée aux semences paysannes. Objectif, comparer les performances et les caractéristiques des différentes espèces locales. Retrouvons Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo. Cette foire paysanne vise à renforcer la résilience accrue des populations de la zone d'intervention du projet à travers l'exposition des semences de variétés de cultures résistantes aux effets des changements climatiques.
Il s'agit du mil, sorgho, niébé, gombo, les légumineuses et les oléagineuses. Je ne savais pas certaines localités s'il y avait ces variétés locales qu'on pouvait vraiment expérimenter ailleurs. Et nous avons expérimenté, nous avons vu que ça va. Et il y a beaucoup qui ont demandé certaines variétés pour aller expérimenter dans d'autres zones qui ne sont pas des zones rocailleuses, des zones sableuses ou des zones argileuses, pour pouvoir vraiment faire l'expérience et connaître ce que nous pouvons faire. Notre vision, c'est satisfaire l'autosuffisance alimentaire pour que tous les ménages puissent avoir à manger. L'événement se veut aussi un espace d'échange entre générations, entre savoirs traditionnels et innovations paysannes dans une dynamique de résilience face aux défis climatiques et à la perte de biodiversité. J'exhorte tous les participants à suivre avec attention les échanges sur les différentes variétés de semences locales à travers les différentes expositions et des conférences sur les thèmes variétés des semences de céréales, de légumineuses et d'oléagineuses cultivées dans la zone, leurs caractéristiques et leurs performances. C'est un immense plaisir pour moi de présider la présente cérémonie, surtout quand il s'agit de se pencher sur la question de la sécurité alimentaire dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, avec son corollaire de mauvaise répartition des pluies dans l'espace et dans le temps, impactant négativement sur la production. C'est dans le but d'améliorer et de renforcer les capacités de production et de conservation des variétés des semences locales cultivées par les producteurs que APH et ses partenaires techniques et financiers ont initié dans un premier temps une étude sur l'inventaire des variétés des semences cultivées et dans un second temps l'organisation de cette foire agricole. Au-delà d'une simple vitrine agricole, cette foire constitue un acte de reconnaissance du rôle central des paysans dans la préservation du patrimoine sémencier du Mali. Ça se passe à Badjangara. Le Mali reçoit la distinction du prix de qualité pour la bonne organisation du Hajj. C'était à Jeddah lors de la cérémonie de clôture du Hajj 2025. Le délégué général nous donne ici d'amples informations sur cette rencontre. Il est au micro des désormais El Hajj Suleiman Kenza Sidibé, Amal Landouré et Toumani Djabati. Aujourd'hui, la cérémonie, c'est la cérémonie de clôture des travaux du Hajj globalement en Arabie Saoudite. Parce que chaque pays, ou bien chaque nombre de pays est géré par des organisateurs saoudiens. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous on appelle au Mali Mouassasa. Voilà, c'est eux qui nous ont réunis, l'ensemble des pays aussi qui sont gérés par Mouassasa pour la clôture des travaux du Hajj. Tout s'est bien passé pour le Mali et les pèlerins maliens, que ce soit Amina, Arafat, Mouzaliva. Donc c'est ce que la société a témoigné aujourd'hui devant tout le monde. Donc c'est dans ce cadre-là, le Mali est désigné comme l'invité d'honneur de cette cérémonie de clôture des travaux du Hajj 2025. Donc ça s'est très bien passé. Ils ont donné un prix pour le Mali. Donc c'est l'occasion de rendre grand hommage pour le gouvernement de la transition qui nous a quand même soutenu, nous a appuyé pour obtenir ces résultats pour nos pèlerins. Alhamdulillah, merci. On peut dire que malgré tout ce qui s'est passé comme difficulté, à la fin, ça s'est très bien passé pour le Mali. Félicitations au Mali. À présent, suivons à Pékin Mohamed Kentao qui nous amène en totale immersion sur la Grande Muraille de Chine. Construite principalement pour des raisons de défense militaire, la Grande Muraille de Chine visait également à protéger l'Empire chinois des invasions étrangères. Longue de plus de 5000 km, elle est aujourd'hui un site touristique accueillant 800 000 touristes par jour. Suivons. En route pour la Grande Muraille, un site touristique chinois qui fait la convoitise des touristes à travers le monde. La vingtaine de journalistes et rédacteurs en chef des pays d'Afrique francophone en formation à Pékin ne fait pas exception. Ce mercredi, en compagnie des responsables du groupe de communication international de Chine, CICG, les hommes des médias ont parcouru en bus environ 200 km hors de Beijing pour atteindre le site qui reçoit 800 000 visiteurs par jour. Il s'agit bien de la Grande Muraille. Longue de 5000 km, elle a été construite pour défendre la Chine et la protéger des invasions étrangères. C'est un environnement
magnifique, merveilleux. Il y a de la verdure. Une très belle expérience. Une expérience enrichissante. La Chine est un très beau pays. Ils sont très gentils, très accueillants, aimables. On ne se plaint pas ici. Malgré les consignes de guide, certains ont quand même essayé, mais se sont arrêtés en si bon chemin. Les plus courageux ont pu atteindre le sommet. C'était un petit défi quand même à relever. Et puis, on a pu justement relever ce défi. Il faut être vraiment gras pour gravir toutes ces marches-là. Comme le disait sur la stèle, Mao disait que celui qui n'a pas encore franchi la grande muraille n'est pas un brave. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis un brave parce que j'ai fait toutes les étapes. Ça montre qu'arriver à gravir cette grande muraille jusqu'à la fin, c'est faire preuve d'un courage exceptionnel. Ça demande beaucoup de force. Le fait de voir des vieux monter ça donne quand même un peu de force. Fatoumata Sempara du Mali et El Zahir Farid des îles Comores préfèrent se préparer pour la prochaine fois. Oui, gravir la Grande Muraille de Chine, c'est du sport. Et on est au sport ici au Mali. Koji, Sibi, bonsoir. Bonsoir Nyanya Liu, bonsoir à tous. Alors, on commence par les Jeux de l'AES. La salle Salamatou Maïga a abrité aujourd'hui une journée de Kung Fu Wushu. La journée était marquée par des démonstrations, mais aussi des combats des différentes équipes. Koji, Sibi. Oui, le Kung Fu, comme vous le savez, fait partie des disciplines d'arts martiaux. De ces jeux, et c'était au Palais des Sports Salamatou Maïga. Les éliminatoires ont eu lieu dans différentes catégories, mais aussi les deux séries hommes et dames. Et notre reporter Bourahima Diallo nous dit avoir assisté à de belles empoignades suivant son reportage. C'est un public impressionné par les démonstrations qui assistent à cette première journée de Kung Fu Wushu dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports. Les pratiquants des trois pays ont émerveillé l'assistance par leur savoir. Après les démonstrations, place au combat. Et c'est les moins de 65 kg qui ont lancé les hostilités avec le duel entre le Burkinabé Yanis Iboudo et le Malien Abdoulaye Diassana en rouge. Sans trop forcer son talent, le Malien domine son adversaire en 2 rounds et file au tour suivant. Ensuite, le combat qui a attiré l'attention du public a été celui des moins de 80 kg. Dans ces face-à-face entre le Nigérien et le Malien, considéré comme le combat des titans, a tenu toutes ses promesses. Au terme d'une partie âprement disputée, le Nigérien remporte la partie après un round partout. Le combat des femmes a été aussi passionnant. La Malienne Adam Diabtile et la Burkinabé Ladi Fata ne sont pas faits de cadeaux. Largement au-dessus de son adversaire, la Malienne domine les 2 rounds. Les responsables apprécient le niveau des combats. Tout commence bien. On a commencé par les Taoulou et vraiment les athlètes sont au niveau. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est dire que c'est magnifique. Maintenant, on a en phase de combat. Et pour les premiers combats qu'on a eu à voir, vraiment, c'est un combat de haut niveau. Tous ces 3 pays frères qui, avec les présidents qui ont eu l'idée à organiser ces Jeux de l'AES, et déjà, nous, en tant que dirigeants fédéraux, c'est l'aspect festif que nous pouvons juger. Côté technique, vous voyez aussi qu'on n'a pas fait les mauvais choix et les athlètes se valent. A signaler que la clôture des activités de Kung Fu Wushu est prévue pour demain lundi. Voilà, on va signaler à suivre ce soir après Défense citoyenne, le journal des Jeux. Bien sûr, c'est avec Abdul Karim Kaba.
Merci pour cette information. Nous allons continuer avec du football. À présent, la Fédération malienne de football et son partenaire Aka Agency ont organisé hier la 2e édition de la cérémonie de Mali Football Awards. Il s'agissait, Aliou, pour les deux structures de célébrer les meilleurs de la saison 2024-2025, toutes catégories confondues. L'événement a enregistré la présence des joueurs nationaux, internationaux et invités des marques. Une nuit pleine d'étoiles, nous dit Siragatou Sissé qui a assisté à l'événement. Tapis rouge au meilleur des meilleurs de la saison footballistique 2024-2025 au Mali et à l'étranger. Yves Bissouma de Tottenham en Angleterre est désigné meilleur joueur masculin. Le trophée de la meilleure joueuse est enlevé par Aïssata Traoré, dite Neymar de Fleury en France. Le meilleur joueur de Ligue 1 Pro est le sociétaire du Djoliba AC, Abdoulaye F. Mariko. Il décroche également la palme du plus beau but de la saison. La meilleure joueuse de Ligue 1 féminine est Maïmouna Traoré de l'AS Police. Les trophées de meilleur entraîneur masculin et féminin sont attribués respectivement à Mamoutou Kane du Stade Malien de Bamako et Aruna Dembélé de l'AS Amazon de la commune 5. Plusieurs autres récompenses individuelles et collectives ont été décernées. Je suis content, je suis fier de ce trophée. Voilà, c'est un honneur pour moi. Et d'abord, je me profite pour remercier ma famille, les dirigeants du Djoliba et puis les supporters aussi, surtout mes coéquipiers. Je l'ai fait grâce à mes coéquipiers. C'est un trophée que je dédie à toute l'équipe nationale. Et voilà, aussi au coach, au staff, à tout le monde. Voilà, mais pour moi, comme je le dis, le plus important, c'est pas ce trophée. Le plus important pour moi, ce serait d'aller au Maroc en 2025 et de ramener la CAN à Bamako. C'est grâce à toutes mes coéquipières, que ce soit en sélection comme en club, elles m'ont tout aidé et voilà les résultats. Je le dédie à mon père et après je le dédie à ma mère et à tout le peuple malien, plus particulièrement aux femmes. On leur dit bon courage et qu'Allah nous protège tous. Réunir la crème du football malien, joueurs et dirigeants, pour célébrer l'excellence est le but recherché par la FEMAFOOT et son partenaire. Dans la salle, il n'y avait pas que les acteurs du football, on avait tous les acteurs qui étaient là. Donc c'était l'objectif de l'équipe de l'organisation. Donc on est très fiers et très contents d'avoir fait ces projets. L'événement a été rehaussé par la présence colorée des ministres en charge des sports des 3 pays de l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Cette nuit du mérite sportif pilotée par la FEMAFOOT et Aka Agency a été riche en couleurs et en émotions. Voilà, c'était donc vendredi soir. Donc, cette récompense et cette nuit du mérite à Aliou, c'est l'essentiel. On va se donner rendez-vous en tout cas ce lundi soir pour le magazine des sports. Et vous aurez d'amples informations sportives et surtout par rapport à ces jeux. Et j'ai entendu Yves Bissouma qui dit l'objectif c'est d'aller au Maroc et de ramener la CAN. Ça c'est une très bonne nouvelle. Et tout à fait. Et on espère qu'on va ramener cette CAN ici chez nous. On l'espère et on l'attend impatiemment. Merci en tout cas Kodji pour toutes ces informations. Je ne sais pas si vous aimez faire la lecture. Vous lisez ou pas Kodji? Bien sûr que oui. Alors je t'offre de la lecture ce soir avec Islam et émotion au Mali. Les jeunes Maliens dans leur cheminement personnel et leur cheminement vers Dieu. C'est un nouvel ouvrage de 215 pages. L'auteur est Dougokolo Alpha Oumar Bakounari. Il explore les multiples manières d'être musulman au Mali à travers les récits d'individus en quête de sens, pratique locale et héritage affectif. L'auteur théorise un djihad émotionnel, un combat intérieur vers la plénitude à la croisée de la folie, de la mémoire et du soin. C'est aux éditions L'Harmattan. Voilà, Islam et émotion au Mali. L'auteur est Dougokolo Alpha Oumar Bakounari. Point final à ce journal. Je vous rappelle que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est depuis ce matin à Moscou sur invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Dès demain lundi, les deux présidents auront un tête-à-tête qui sera suivi d'une séance de travail élargie aux deux délégations. Grand merci à nos téléspectateurs de Moscou, Saint-Pétersbourg et de Belgorod. C'est en Russie. Bon début de semaine en compagnie de nos programmes. Bonsoir à tous. Bonsoir Kodji. Bonsoir à tout le monde.